Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parcours. Aujourd'hui, je reçois Clélia Compa, qui est la fondatrice de l'association Yambi. Salut Clélia. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Est-ce que tu es d'accord pour me définir un peu plus ce qu'est Yambi? Yambi, c'est une association au Savoyard qui vise à faciliter l'intégration des personnes réfugiées à travers le sport, notamment les sports de montagne. On est parti du postulat qu'on vit dans une région, les Pays de Savoie, qui sont vraiment rythmés par la montagne. C'est ce qui unit les gens. Ça fait vraiment battre le cœur des Savoyards à l'unisson. Ça permet de créer vraiment du lien social. Donc on s'était dit que ça pouvait être un super outil d'intégration pour les personnes réfugiées qui vivent chez nous, parce que ça leur permettait de vraiment connecter avec leur environnement déjà, mais aussi avec les gens qui vivent dans cet environnement. Et la montagne nous apporte tellement de bien-être, d'apaisement. On voulait pouvoir le partager avec ces personnes-là. Ok. Du coup, comme l'énonce un peu, enfin pas un peu, comme l'énonce le nom de l'émission, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de connaître le parcours des gens. Pour quelles raisons ils en sont là où ils en sont aujourd'hui? Par quoi ils sont passés? Quel a été leur chemin? Est-ce que tu veux bien me raconter un peu d'où tu viens et ce que tu as fait dans ta vie avant d'en arriver là? Donc moi, à la base, je suis champenoise. Mes amis de Champagne me disent que je suis un petit peu une vendue parce que je me présente au monde comme une Haut-Savoyarde, mais je suis moi aussi immigrée en Haute-Savoie. Donc j'ai grandi en Champagne à côté de Reims et ensuite on a déménagé à Annecy avec mes parents et mon frère. J'ai grandi avec des parents qui travaillaient beaucoup, donc ils n'étaient pas toujours là avec nous, avec mon frère et moi. Donc on a une nounou qui s'occupait de nous quand mes parents n'étaient pas là. Ma nounou venait du Burundi, qui est un petit pays à côté du Rwanda. C'est un petit peu une histoire oubliée, l'histoire du Burundi. Le livre de Gaël Faye, Mon petit pays, le raconte très bien. Quand il y a eu la guerre génocidaire au Rwanda, c'était également au Burundi. Ma nounou a dû fuir cette guerre quand elle avait 28 ans, l'âge que j'ai presque aujourd'hui. Et elle est arrivée en France, j'avais 2 mois. Elle a commencé à s'occuper de moi quand j'avais 2 mois. Elle s'est occupée de moi jusqu'à mes 18 ans. Wow. Et elle a vraiment joué un rôle structurant dans ma vie. Et on a appelé l'association Yambi parce que c'est un mot dans sa langue natale, le Kirundi. Et Yambi, ça veut dire je t'accueille, je veille sur toi, je te prends dans mes bras. C'est difficile de le traduire avec un seul mot. C'est vraiment beaucoup de valeurs associées à Yambi. Et elle me disait Yambi, Yambi tous les soirs en me mettant au lit. C'était une façon de me dire à demain, ne t'inquiète pas. Et donc, quand on me demande de parler de mon parcours, c'est impossible pour moi de ne pas parler de ma nounou parce qu'elle a eu vraiment un rôle structurant dans la femme que je suis devenue aujourd'hui. Oui, je comprends bien. Et tu es toujours en contact avec elle? Oui, oui, toujours. La dernière fois que je suis allée la voir à Reims, c'était en décembre. Donc, j'espère la revoir bientôt et on s'appelle plusieurs fois par mois. Génial. Oui, c'est un peu comme une deuxième maman, quoi. Enfin, oui. C'est un vrai soutien, quoi. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Et alors, par la suite, dans ton parcours d'enfant, puis d'adolescent, t'as quelle relation à tes études, à l'avenir, à ce que tu veux faire? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà des grands rêves, des grands objectifs? Moi, je voulais être danseuse pendant très longtemps. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais danseuse aussi avant. J'étais dans une compagnie de danse pré-professionnelle à Reims. Et j'étais pas assez bonne, je ne serais jamais devenue professionnelle, j'en ai conscience, mais c'était quand même un rêve. Je dansais 16 heures par semaine pendant 10 ans, à côté de mon collège, de mon lycée, et jusqu'à ce que je me casse la rotule en préparant un concours de danse. Et j'ai jamais eu le droit de redanser après cette blessure. Et finalement, cet accident m'a permis aussi de changer de voie et de me découvrir dans ce que je fais aujourd'hui. Parce que la danse prenait tellement de place dans ma vie que je pensais à rien d'autre. Et pour moi, les études, m'imaginer faire de la science politique, travailler dans l'aide humanitaire, c'était vraiment secondaire parce que je voulais être danseuse. Ouais. Mais il y avait quand même cette petite graine en moi depuis toujours, que mes parents et ma nounou ont aidé à planter, évidemment. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais construit une petite tirelire. J'étais assez bricoleuse. J'avais construit une petite tirelire que je voulais emmener à l'école pour collecter de l'argent pour envoyer au Burundi, à la famille de ma nounou. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et finalement, mon accident, ma blessure et mes opérations qui m'ont fait arrêter la danse m'ont permis aussi de me rediriger, de me réorienter
vers cette voie-là. Et comment ça s'est traduit concrètement dans tes études? Quelle voie t'as pris à ce moment-là? J'ai fait une classe préparatoire à Paris que j'ai échoué. Je voulais faire Sciences Po en France, mais comme j'ai raté la classe prépa, j'ai raté les concours, donc je suis partie en Suisse étudier les relations internationales à l'Université de Genève. Et ça a été le début de 10 ans de vie à l'étranger. Je le vois aussi comme quelque chose de bénéfique, en fait, d'avoir raté les concours de Sciences Po Paris, parce que ça m'a permis de m'élargir au monde, de sortir d'un milieu un petit peu franco-français, en partant à Genève, qui est une ville très internationale, avec le siège de l'ONU, dans une université internationale. Ça m'a vraiment ouvert au monde. Donc j'ai fait mon bachelor à Genève. Ensuite, je suis partie à Londres, à la London School of Economics, pour faire mon master en Global Politics. Et après, je suis partie travailler 2 ans en Thaïlande à l'ONU. Ça devait être un stage de 6 mois qui s'est transformé en un contrat de 2 ans. Après, je suis retournée en Angleterre après ces 2 ans en Thaïlande pour commencer mon doctorat que je fais en anthropologie sociale spécialisée sur les personnes migrantes et réfugiés LGBT. J'essaye de comprendre comment leur orientation sexuelle et leur identité de genre impactent leur vie, de leur décision à quitter leur pays, à leur décision de choisir un autre pays comme lieu de migration plutôt qu'ailleurs, et leur vie une fois sur place dans ce nouveau pays. Et donc voilà, là je suis en dernière année de doctorat, j'espère, vu que j'arrête pas de me disperser et de me trouver plein de projets à faire en même temps, ça n'arrête pas de se rallonger. Donc j'espère le finir d'ici à la fin 2022, ça serait pas mal. Dans les échanges qu'on avait eus avant l'interview, je me souviens que tu avais déjà travaillé pour cette cause ou avec cette cause ou pour soutenir cette cause LGBT en Thaïlande. Et puis ça t'a suivi. C'est quoi ton lien avec la cause LGBT? Mon lien, c'est... Moi, je ne suis pas LGBT. Je me considère vraiment comme un allié de cette cause parce que je pense qu'ils ont besoin de personnes qui ne font pas partie de cette communauté, qui se mobilisent avec eux pour pouvoir les aider à obtenir plus d'égalité de faits et de droits. J'ai toujours été entourée de beaucoup de personnes LGBT, j'ai toujours eu beaucoup d'amis gays, j'ai toujours eu une sensibilité particulière avec ces gens-là, on s'est toujours très bien entendus. Après ça, c'est simplement fait naturellement, je pense. Et je pense aussi que ma parole en tant qu'alliée a plus de poids et plus d'impact auprès des causes LGBT que du milieu féministe, par exemple, parce qu'il y a déjà énormément de gens mobilisés. Ouais. Et je pense que je serais un petit peu plus inaudible et invisible dans la cause féministe que la cause LGBT, parce que de mon point de vue, il y a trop peu de personnes hétéros et cisgenres comme moi qui se mobilisent pour cette communauté-là. Donc notre voix a plus d'impact. Et donc voilà, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Et j'imagine quand même que ton soutien aux réfugiés et ton envie de travailler avec des réfugiés, ou dans cette direction en tout cas, est étroitement lié justement à ta nounou. Oui, est-ce que tu l'avais conscientisé tout de suite ou est-ce que c'est venu après coup? Ça s'est conscientisé après coup. Ma nounou a été une influence vraiment structurante dans ma vie, mais de façon aussi un petit peu inconsciente, parce que c'est ma deuxième mère, donc c'est juste quelqu'un qui est là, qui a créé la personne que je suis aujourd'hui, qui m'a inculqué beaucoup de valeurs, mais qui a aussi beaucoup influencé mon subconscient, vu qu'elle s'est occupée de moi dès mes 2 mois. Donc ça s'est conscientisé un petit peu plus tard. Comme j'ai réalisé quelque chose il n'y a pas longtemps en parlant des questions LGBT, j'étais à une conférence de l'ONU en Thaïlande sur les questions LGBT. Il y avait une activiste intersexe qui racontait son histoire, qui a raconté qu'il fallait arrêter de mutiler les bébés intersexes, que c'était pas grave, un bébé qui naissait avec un pénis et des ovaires, c'était pas grave, la nature l'avait fait comme ça. Et là, j'ai eu un flashback et je me suis souvenu que pendant mon stage de 3e, je voulais devenir chirurgien. Je l'avais fait en chirurgie pédiatrique et j'avais assisté à 3 opérations. Je suis tombée dans les pommes dans le bloc opératoire. Et l'une des opérations, c'était un bébé qui avait un pénis et des ovaires. Et les parents avaient choisi d'en faire une petite fille parce qu'elle avait des ovaires. Donc j'avais assisté à la mutilation du pénis pour en faire des lèvres, en faire un organe génital féminin. Et ça, j'avais complètement oublié ça. Et ça m'est revenu lors de cette conférence en écoutant cet activiste intersexe qui a raconté qu'il fallait arrêter de faire ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, moi j'ai été dans le bloc opératoire d'une opération comme ça. Est-ce que de façon inconsciente, ça a influencé mon engagement avec les personnes LGBT? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai reconscientisé ce souvenir
il y a quelques mois, j'en parle même dans l'introduction de mon doctorat. Pour les questions réfugiés, je pense que c'est quand même un petit peu plus conscient parce qu'il y a eu ma nounou qui a toujours été dans ma vie. Après, voilà, beaucoup d'activistes en général sont activistes sur des causes qui les concernent directement. Moi, je ne suis pas LGBT, je ne suis pas réfugiée, mais les combats que je porte au quotidien ne sont pas les miens. J'aide d'autres personnes à porter leurs combats. La cause de ça, je pense, est multiple. Et tout n'est pas encore très bien conscientisé, je pense. Ouais, mais comme tu me disais tout à l'heure, ça fait partie aussi de ton caractère, c'est-à-dire que tu avances au gré du vent et des opportunités, et des envies et de ce qui t'anime profondément, quoi. Oui, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de prendre des décisions. C'est ma plus grande force et ma plus grande faiblesse à la fois. Après, j'ai cette chance de venir d'une famille aisée, d'avoir pas grandi avec beaucoup de difficultés, d'avoir eu toujours la sécurité, voilà, une sécurité familiale, une sécurité de l'argent. Je savais que j'allais manger demain, qu'on n'avait pas à se battre pour grand-chose dans ma famille. Donc ça m'a permis de pouvoir libérer de l'espace dans mon esprit, dans mon cœur, pour me battre pour d'autres. Parce que j'avais pas tant besoin de me battre pour moi-même. Donc ça en a fait une force en fait pour pouvoir aller aider d'autres qui n'ont pas la même chance que moi et d'aller les aider à porter leur combat. Et voilà, je suis quelqu'un qui prend la vie comme elle est et je pars du principe que si la vie met quelque chose sur mon chemin, c'est pour une raison. Donc je prends cette chose plutôt que de la contourner en me disant que ça va forcément m'emmener quelque part. Et même si c'est quelque chose, une épreuve, en fait, ça va m'emmener vers une épreuve de difficile. Je vais en tirer des leçons. Et comme disait notre ami Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais j'adore quand tu as l'honnêteté de dire que finalement, tu n'as pas vécu tellement d'épreuves, tu n'as pas eu à te battre pour certaines causes ou pour certaines raisons et que finalement, tes combats aujourd'hui, c'est tes choix. J'aime bien. C'est quelque chose qui est difficile dans le milieu militantiste. Il y a un petit peu une compétition parfois de celui qui a le plus souffert. Ouais. Et plus tu as souffert, plus tu es légitime à porter un combat. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision-là parce que les gens qui ont souffert portent des combats parce que souvent, ils sont animés par de la colère. Donc, ils en font quelque chose de très positif et c'est très bien. Moi, j'ai la chance de porter des combats animés par des émotions autres que la colère. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut utiliser aussi. Et on a aussi notre place dans le milieu militantiste parce qu'on pourrait juste se l'adorer sur une plage et s'en foutre, en fait, du malheur des autres. Et les gens comme moi qui font le choix de ne pas s'en foutre, qui font le choix de s'endetter, de travailler bénévolement pendant des heures au point de faire un burn-out pour des causes qui ne sont pas les nôtres, il faut aussi le respecter, il faut aussi nous donner notre place, il faut aussi reconnaître que notre voix est légitime, même si on ne porte pas notre combat à nous. Donc ça, je le dis haut et fort, parce que j'en ai marre qu'on me dise que je ne suis pas légitime. Mais je vois l'animation que ça crée en toi, quoi. Je comprends. Et pour le coup, c'est légitime de se dresser pour ça. Ok. Tu me racontais ton parcours scolaire, enfin tes études. Donc, tu pars en Thaïlande, tu reviens à Londres, tu pars au Canada. Je suis partie au Canada avant un an, ouais. Ok. Et à quel moment tu décides de rentrer en France et pour quelle raison? Je suis rentrée de Thaïlande en France pour 2 mois pour monter Yambi, mettre en place vraiment ce qui devait être mis en place pour que ça roule. Ensuite, je suis repartie en Angleterre. Je me suis reloué un appartement là-bas, j'ai mon université qui est là-bas, j'ai mes amis qui sont là-bas. Et je voulais pouvoir gérer Yambi à distance, en fait, faire des allers-retours, parce que c'est qu'1 heure et demie d'avion et au début, c'était vraiment possible. Ensuite, le Covid a rendu ça très compliqué. Surtout que l'Angleterre a fermé ses frontières pendant assez longtemps. Donc je devais choisir en fait où est-ce que je voulais être. Est-ce que je voulais être à Londres? Est-ce que je voulais être en France? En plus, à l'époque, mon ancien copain vivait encore en Thaïlande. Donc j'avais ma vie qui était dispersée sur 3 pays, sur 2 continents. Le Covid a fait que j'ai dû choisir où est-ce que je voulais être physiquement. J'avais plus accès aux 2 autres pays quand j'étais dans un. Donc ça a été assez difficile psychologiquement. J'avais l'impression de devoir choisir en fait vraiment entre un bout de ma vie et renoncer aux 2 autres. Et donc là, c'était devenu un petit peu trop difficile à gérer. Donc j'ai fait le choix de rendre mon appartement à Londres et de rentrer en Haute-Savoie pour me reconstruire aussi.
j'ai été médicamentée pendant quelques semaines, quelques mois, parce que voilà, ça a été un petit peu difficile. Et je me suis concentrée sur Yambi. J'ai été mise en arrêt maladie avec mon doctorat. Je me suis vraiment concentrée sur le Mont Blanc, sur les promesses que j'avais faites à ces jeunes réfugiés. Excuse-moi de te couper, mais justement, en fait, est-ce que tu peux me dire comment t'es venue l'idée de créer cette association et pourquoi sous cette forme? Donc Yambi, ça faisait plusieurs années qu'on voulait le faire. À cette époque-là, j'étais en Thaïlande, je bossais à l'ONU sur les questions migratoires. Quand tu dis on, c'est qui? On, c'est avec mes amis, notamment Marion Aherty, qui est quadruple championne du monde de snowboard freeride. Donc on en avait parlé vers 2017-2018. À cette époque-là, on avait pas mal vu dans les médias ces migrants qui avaient traversé les Alpes à pied dans la neige depuis l'Italie, beaucoup qui étaient morts d'ailleurs en traversant, des activistes des gens comme n'importe qui s'étaient mobilisés pour aller sauver ces gens dans la montagne, qui étaient au bord de la mort et qui se sont fait ensuite poursuivre en justice pour être accusés de passeurs et qui risquaient la prison. Donc nous, ça nous avait pas mal révolté avec Marion. Voilà, nous, la montagne, elle, c'est son métier. La montagne, elle est snowboardeuse professionnelle. Moi, la montagne, c'est vraiment le lieu où je me ressource. C'est le lieu où je me reconstruis, où je m'évade. C'est essentiel à ma santé mentale, à ma santé physique aussi. Et du coup, ça nous a brisé le cœur, en fait, de voir cette montagne tueuse. On sait que la montagne est tueuse. Pour tous les gens qui pratiquent la montagne le savent. Mais là, elle était tueuse d'une autre façon. C'était des gens qui essayaient de survivre, en fait. Et ça les a tués. Donc nous, ça nous a fait vraiment beaucoup de mal. Et on a voulu leur montrer notre montagne à nous. Et on s'est dit que nous, tout le bien que nous fait la montagne, elle peut le faire à eux aussi. C'était un peu un pari qu'on a voulu prendre. Ça se trouve, ils auraient détesté aller en montagne. C'était peut-être pas quelque chose qui leur aurait plu. Parce que notamment la randonnée, on l'oublie beaucoup, on ne le sait pas forcément. Mais c'est vraiment un sport occidental, en fait, de marcher pour le plaisir. C'est un luxe. Parce que ça veut dire qu'on a une journée qu'on peut utiliser comme ça pour aller marcher sans but. Et c'est quelque chose qu'en Afrique, qu'au Moyen-Orient, ils ne connaissent pas forcément. Du coup, c'était un pari pour nous d'aller leur faire découvrir ça. Et à cette époque-là, je bossais à l'ONU, du coup, en Thaïlande, sur les questions migratoires. Et on utilisait pas mal le sport comme un vecteur d'intégration. On utilisait plus les sports collectifs comme le foot ou le sepak takraw, par exemple, qui est le sport national de Malaisie, comme une façon de tisser du lien social entre locaux et réfugiés et migrants. Et du coup, moi, j'ai fait un petit peu toutes les connexions dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, ça peut être un super outil d'intégration dans les Alpes, les sports de montagne, leur apprendre à skier, leur faire de la randonnée, de l'escalade. Et on ne l'a pas fait à cette époque-là parce que Marion commençait à beaucoup percer sur le World Tour en snowboard et moi, je venais d'être prise pour mon doctorat. Donc, j'avais peur de trop me disperser et de tout rater, du coup. Donc, on a mis ça de côté et en 2020, suite au premier confinement, moi, je suis rentrée de Thaïlande et Marion avait gagné 3 fois les championnats du monde de snowboard freeride entre-temps. Du coup, elle était un petit peu plus relax sur ses compètes. Moi, je rentrais en 3e année de doctorat, donc j'étais aussi plus relax sur ma capacité à finir mon doctorat. Donc, on s'est dit, c'est le moment, on le fait. Surtout avec le premier confinement, ça a été difficile psychologiquement pour tout le monde. On a été enfermés. On a eu l'interdiction d'aller en montagne pendant le confinement. Une interdiction qu'on n'a pas forcément bien compris, mais on n'a pas eu le droit d'aller en montagne. Et il faut savoir que les personnes réfugiées vivent dans des foyers d'accueil, dans des CADA, avec énormément de proximité. Elles sont entre 2 au mieux jusqu'à 6 par chambre, sur des lits superposés, avec leurs petites valises et tout ce qu'elles possèdent dans cette petite valise au pied de leur lit. Et ça a été très très dur pour eux, ce confinement, pour ces personnes-là. Donc, on s'était dit que c'était vraiment le moment en fait de lancer Yambi, qui en avait encore plus besoin que jamais. Et nous, on était prêtes avec Marion pour le faire à ce moment-là. Et comment ça a été perçu par la Haute-Savoie et par la commune, par Annecy? Donc, nous, au début, on a été un petit peu inquiets de la réaction des gens dans les pays de Savoie et dans les Alpes en général, parce que c'est des régions qui sont connues pour être assez identitaires, assez chauvines, pas forcément ouverte à l'autre avec un grand A. Et en fait, c'était une erreur de penser ça. Et je m'en excuse d'ailleurs auprès de mes compatriotes savoyards et savoyards parce que ça a été extrêmement bien reçu. On a réussi à mobiliser une grosse communauté très vite.
On va célébrer les 2 ans de Yambi dans quelques mois. En seulement 2 ans, on a une communauté d'une 40aine de bénévoles qui inclut des guides de haute montagne, des accompagnateurs moyenne montagne, des moniteurs de ski, des maîtres nageurs, des artistes peintres qui veulent faire des ateliers peinture, même des salles de spectacle d'Annecy qui se mobilisent pour faire des cours d'impro. On ne s'attendait pas à ça, pas aussi vite en tout cas. Et nous, notre objectif, c'était de mobiliser la jeunesse, les gens qui sont dans leur vingtaine, trentaine, parce que souvent les bénévoles auprès des populations migrantes, c'est souvent des personnes retraitées parce qu'elles ont le temps. C'est aussi souvent des personnes catholiques parce que c'est aussi leur foi chrétienne qui les pousse à faire ça. Nous, on voulait vraiment mobiliser la jeunesse parce que les populations migrantes sont aussi jeunes en général. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait cet échange générationnel, en fait. Au-delà de nos différences français réfugiés, non, en fait, on est tous de la même génération. On aime tous les mêmes choses, plus ou moins. Et rencontrons-nous. Et on l'a fait avec beaucoup de simplicité, en fait, finalement, mobiliser cette jeunesse. Et Yambi, c'est un petit peu une association de copains, en fait. Tous les copains se sont mobilisés, puis les copains ont appelé les copains, qui ont appelé les copains. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vraiment une belle aventure inattendue à cette échelle-là, en si peu de temps. Et c'est vraiment génial, on est super contents. C'est marrant parce que quand on s'était eu au téléphone, tu m'avais dit aussi on a avancé en marchant. Et cette phrase, on avance en marchant, on a avancé en marchant, c'est une phrase que beaucoup de nos invités nous disent, ce qui prouve bien encore une fois que c'est dans l'action qu'on réalise des choses. Et aussi, tu m'avais dit que Christine Janin, qui est ton mentor et le mentor de Yambi et la marraine de Yambi, t'avais un peu mis un petit coup de pied au cul en disant n'attends pas de tout avoir pour commencer à tout lancer, vas-y, fonce. Donc ça aussi, je trouve chouette de le mettre en avant parce que la plupart du temps, en fait, avant de mener une action, on essaye de bien tout cadrer, de bien tout border, d'avoir tout pour pouvoir avancer. Et voilà, on avance en marchant, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Si on peut donner cette impulsion aux autres et à ceux qui nous regardent surtout, d'y aller, quoi. C'est ça, c'était vraiment le conseil de Christine, qui est une femme absolument incroyable. Si je pouvais avoir 1/10 de sa sagesse et de son courage, je serais heureuse. Mais elle m'avait vraiment dit, elle m'a dit, tu t'en fous, t'as pas de nom pour l'assaut, t'as rien, t'as pas de partenaire, t'y vas, tu fais tes premières sorties en montagne, t'y vas. Elle dit, c'est comme ça que t'apprendras, c'est comme ça que tu auras des partenaires parce que t'es dans l'action. Faut pas juste attendre, il faut pas passer 3 mois à réfléchir à quel sera le logo de l'association. On s'en fout du logo, c'est pas important. Est-ce que tu peux me raconter comment se passe une journée type chez Yambi ? Une journée type, ça dépend si c'est l'été ou l'hiver. L'hiver, c'est un petit peu plus de logistique parce qu'on prête toutes les combinaisons, on prête les raquettes, on va louer les skis et tout ça. Mais une journée type, c'est vraiment, on va les chercher devant leur foyer, là où ils vivent. On part en voiture, entre 2 et 3 voitures. On n'emmène jamais plus de 10 à 12 jeunes d'un coup parce que l'objectif, c'est vraiment de tisser du lien social, de connecter avec eux, de parler avec eux. Donc si on part à 40 dans la montagne, on perd ce côté intimiste qui fait qu'on peut vraiment apprendre à se connaître. Donc on va les chercher, on fait jusqu'à 1h30 maximum de route. On ne veut pas partir beaucoup plus loin. Mais comme on va beaucoup vers les pays du Mont-Blanc, Saint-Gervais, les Contamines, Chamonix-Mont-Blanc, du coup on se retrouve souvent à faire 1h30 de voiture. Mais c'est des moments aussi privilégiés dans la voiture parce qu'on peut parler, on est dans un espace clos. Donc on parle beaucoup, on fait des cours de français aussi dans la voiture souvent pour les aider à apprendre la langue. Et puis voilà, ensuite on est dans la montagne, que ce soit un cours de ski, une sortie d'escalade ou de randonnée. Et on essaye de faire des binômes, on essaye qu'il y ait un minimum de bénévoles, 3 ou 4, pour vraiment être sûr qu'on puisse parler un peu à tout le monde. Et on fait un petit pique-nique dans la journée et puis ensuite on rentre avec des sourires sur les visages. C'est génial. J'ai quand même envie de savoir, quand vous partez comme ça dans la voiture, quand tu dis vous faites 1h30 de route et chacun s'exprime, de quoi ils rêvent ces réfugiés? C'est quoi leurs angoisses du moment et c'est quoi leur grand rêve? Leur grand rêve, c'est d'avoir une vie normale, en fait, une vie comme nous. Une vie où ils ne sont pas constamment inquiets s'ils vont se faire expulser du territoire.
inquiets si leur famille va mourir, de rester au pays, inquiets de savoir s'ils reverront leur mère un jour. Ils rêvent juste de pouvoir travailler, de pouvoir louer un appartement, de pouvoir passer le permis de conduire, d'avoir une copine ou un copain, de faire une famille, de fonder une famille. Parce que même ça, c'est des choses qui sont plus compliquées pour elles. Nous, on accompagne des hommes et des femmes, mais beaucoup d'hommes, par la force des choses, parce que souvent les femmes réfugiées ont des enfants en bas âge. Du coup, c'est compliqué pour nous de les emmener en montagne toute une journée. Donc, beaucoup de ces jeunes hommes qu'on accompagne, ils rêvent que d'une chose, c'est d'être papa, en fait, de fonder une famille. Et c'est très culturel aussi pour eux, ce rapport à la famille. Pour nous aussi, c'est important le rapport à la famille, mais pour eux, ça fait vraiment partie de leur rôle d'homme, en fait, d'être papa, d'être un mari. Et c'est ça, en fait, leur grand rêve. C'est des rêves très simples. Hein. Oui, c'est des choses que nous, on prend pour acquis. Et en côtoyant ces gens-là, ça nous permet aussi, nous, de se remettre un petit peu à notre place et de se remettre en face de nos privilèges. Et je dis toujours à tous mes amis que je vais tous les emmener au moins une fois avec moi en montagne avec Yambi, parce que ça les remettra aussi un petit peu en face de leurs conditions privilégiées qu'on a tendance à oublier. Et c'est quoi tes projets pour Yambi ? Mes projets pour Yambi, j'en ai beaucoup. J'avance en marchant avec ça aussi. Quand on a créé Yambi, à la base, moi, je voulais simplement emmener ces gens en montagne et leur offrir un petit peu de bonheur dans la mesure de mes capacités. Ensuite, on a fait ce projet du Mont Blanc qui a donné une autre échelle à Yambi. Ensuite, on s'est beaucoup investi avec la guerre en Ukraine et toutes les personnes qui fuient l'Ukraine, ce qui a encore donné une autre échelle à Yambi. Donc petit à petit, ça grandit. Je vois mon bébé grandir sans que je l'avais anticipé qu'il grandisse autant. Maintenant, j'ai envie de m'investir beaucoup plus dans ça. J'ai envie de commencer à salarier des gens, à louer des locaux et à sortir On est déjà en train de sortir de simplement la montagne et le loisir. On commence à faire de l'insertion socio-professionnelle, à donner des cours de français, à payer des permis de conduire, à équiper certains jeunes avec des ordinateurs pour les rendre plus autonomes. On est déjà dans cette démarche-là, mais j'ai envie de la développer encore plus, avec un état d'esprit de le sport et la montagne comme une façon de leur remettre le pied à l'étrier, de leur redonner confiance en eux, confiance en l'avenir, en la vie. Et une fois que on les a reboostés un petit peu avec le sport et la montagne, on les aide à se remettre complètement en selle avec un accompagnement socio-professionnel, notamment des cours informatiques aussi pour qu'ils apprennent à se servir des outils informatiques. Beaucoup ne savent pas parce qu'ils viennent de pays où ils n'y ont pas forcément accès. Et chez nous, c'est un problème en fait, ça les rend hyper dépendants. Ils ne peuvent pas faire eux-mêmes leur CV, ils ne peuvent pas postuler eux-mêmes à des offres d'emploi sur Internet. Ils ont toujours besoin d'aide pour faire ces choses-là. Donc on veut vraiment les aider à s'autonomiser sur ça pour qu'ils prennent vraiment la route de l'autonomie en France et qu'ils n'aient plus besoin de nous. Ça fait 2 fois que tu parles de ce projet Mont Blanc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et m'expliquer concrètement ce que c'est ? Donc en septembre 2021, on a permis à un groupe de 3 jeunes réfugiés de devenir les premiers réfugiés à gravir le Mont Blanc. C'était un projet qui a duré 6 mois. On s'est entraînés tous ensemble avec des binômes. Donc chaque jeune était rattaché à un local. Et l'idée, c'était qu'ils s'entraînent ensemble et qu'ils gravissent ensemble sur la même cordée le Mont Blanc. On était accompagnés de Marion Aertier et de Léo Slemet, les deux ambassadeurs de Yambi. C'était l'essence de ce projet, de cette ascension, c'était vraiment de les aider à reprendre confiance en eux, en leur montrant qu'eux aussi peuvent rêver et accomplir leurs rêves. Parce qu'on était parti faire une randonnée à Chamonix, donc juste en face du Mont Blanc, et Sikou, celui avec qui j'ai gravi le Mont Blanc sur la même cordée, avait regardé le Mont Blanc et m'avait demandé si un jour on pourrait aller faire une randonnée au Mont Blanc, avec beaucoup de naïveté sur ce que c'était de faire le Mont Blanc. Du coup, je lui avais expliqué que le Mont Blanc, c'était pas la randonnée, c'était de l'alpinisme, de la haute montagne. Ça nécessitait un entraînement, d'être en cordée avec des crampons. Ça prenait plusieurs jours et que ça se faisait pas comme ça. Et puis en rentrant, on y a réfléchi, on en a parlé avec Marion. On s'est dit, mais c'est quand même con parce que ça les fait rêver. Et en gros, je lui ai dit que non, en fait, il pourra pas le faire. Et du coup, je me suis dit, non, on va le faire. Ouais. Parce que lui, c'est son rêve. Et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas essayer, au moins essayer de l'accomplir, son rêve. Parce qu'ils sont dans
Tu me demandais tout à l'heure de quoi ils rêvent. Ils rêvent de choses simples parce qu'ils ont arrêté de rêver de choses trop compliquées, parce que la vie les a souvent déçus. Et pour se protéger, ils arrêtent en fait de rêver. Comme apprendre à skier, ils en rêvaient même pas. Ils savent que les gens chez nous, ils skient. Mais pour eux, c'était pas pour eux de toute façon. Et le Mont Blanc, pareil, c'était pas pour eux. Donc on a voulu leur montrer que si, c'était pour eux aussi. Donc on s'est entraîné pendant 6 mois. La première ascension a été annulée à cause de la météo. On l'a annulée la veille à 18h. Les sacs étaient prêts. On était prêts physiquement, mentalement. Ça a été très dur parce qu'on l'a reporté à 2 mois plus tard, fin septembre, 3 jours avant la fermeture des refuges. Donc s'il faisait à nouveau moche fin septembre, c'était fini. Ça voulait dire continuer de s'entraîner pendant ces 2 mois. Voilà, ça voulait dire aussi continuer de s'entraîner pendant 2 mois. C'est vraiment le sentiment de t'arriver à la ligne d'arrivée d'un marathon et là on te dit tu cours encore 10 km. On l'a vraiment vécu comme ça, sans aucune certitude en plus de pouvoir le faire en septembre parce qu'il aurait pu faire moche encore. Donc on ne savait pas. Donc ça a été vraiment difficile psychologiquement, on a continué à s'accrocher. C'était vraiment, ils ont été super résilients, ils allaient à la salle de sport tous les jours, ils allaient courir tous les jours. Ils nous disent tout le temps qu'ils mangeaient Mont Blanc, ils dormaient Mont Blanc, ils respiraient Mont Blanc. C'était vraiment leur objectif, c'était un peu le projet de leur vie. Et surtout, c'est un défi qu'ils ont choisi de s'imposer à eux-mêmes. Après avoir vécu beaucoup de choses difficiles, après avoir traversé beaucoup d'épreuves qu'ils n'ont pas choisies, parce qu'ils n'ont pas choisi de quitter leur pays, de quitter leur famille, de quitter leurs amis, de quitter tout ce qu'ils connaissent, d'être complètement déracinés. Ce n'est pas un choix conscient, poussé par des raisons positives. Oui, bien sûr. Et ça, par contre, ils l'ont choisi de faire le Mont Blanc. Ils ont choisi de s'entraîner, de faire quelque chose de difficile, de surmonter cette épreuve. Et pour l'estime de soi, c'est énorme, en fait. Donc voilà. Donc et c'était les premiers à faire le Mont Blanc. Ouais. Une grande fierté pour eux. Et ça a été assez médiatisé, donc en plus avec 2 champions du monde, avec Christine Janin. C'était vraiment une immense fierté. Ils ont envoyé les articles de presse à leur famille au pays. Ils étaient vraiment super fiers. Et on a décidé de réitérer le projet. On fait une 2e ascension là cette année avec un groupe de 3 autres jeunes, avec 3 autres binômes. Et il y a beaucoup de passations entre ceux de l'an dernier et ceux de cette année. C'est assez beau. Ceux qui l'ont fait l'an dernier expliquent à ceux de cette année comment ça va se passer, comment ils doivent s'entraîner. Donc ça crée vraiment une communauté autour de ce Mont Blanc. Et c'est vraiment un projet c'est le projet porteur de Yambi parce que ça incarne vraiment ce que Yambi représente en fait. Le dépassement de soi, la résilience, l'entraide, la solidarité. C'est vraiment tout est incarné avec cette cordée dans le Mont Blanc. Tu as filé tout droit en parlant de l'Ukraine dans ton explication tout à l'heure comme si... Voilà, c'était quelque chose de banal, mais est-ce que tu peux me raconter tout ce que tu as soulevé pour apporter ton aide, enfin votre aide auprès de l'Ukraine? Donc, comme beaucoup de gens, le jour du début de la guerre en Ukraine, je me suis réveillée avec un sentiment qu'on allait tous mourir. J'ai passé la journée au lit, c'était vraiment dur psychologiquement. Le lendemain, le vendredi, je me suis réveillée en me disant... Déjà, de 1, on ne va pas tous mourir. Et de 2, on peut aller aider d'autres gens à ne pas mourir non plus. J'ai appelé mes amis activistes, mes amis tout court, en leur disant qu'il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas ne rien faire, c'est sur notre continent, comme des centaines de personnes ont fait. Hein. C'était vraiment dans la même démarche. Et moi, il y avait aussi ce sentiment de je ne peux pas être directrice d'une association d'aide aux réfugiés et de ne rien faire quand une des plus grosses crises quand la plus grosse crise des réfugiés sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale se passe et que c'est à portée de main pour pouvoir agir. Il y avait vraiment une question d'éthique et d'intégrité. Il faut être cohérent avec soi-même, en fait, au bout d'un moment. Moi, je suis engagée au quotidien auprès des populations réfugiées. Si je n'agissais pas sur la guerre en Ukraine, il y avait quelque chose qui était dissonant avec moi-même et mon action et mon engagement. Donc ça s'est passé très vite. Le vendredi, on a pris la décision de faire un convoi humanitaire pour emmener du matériel médical et des produits de première nécessité. Et on avait tout de suite cet objectif de ramener des gens le plus possible en France pour les mettre en sécurité. Le lundi, donc 3 jours plus tard, il y avait un article dans le Dauphiné Libéré. La collecte était lancée. On avait 8 points de collecte définis. C'est allé vraiment très vite.
Et là, ça a été un déluge. On s'est retrouvés avec une centaine de points de collecte sauvages, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, les réseaux sociaux qui circulent partout, mon téléphone qui sonne toutes les 2 minutes. 200 mails par jour à peu près, je recevais à un moment. C'était vraiment un déluge, un peu une hystérie collective, une hystérie positive en fait. Mais c'était très intense, un sentiment d'être dans une machine à laver, de ne pas réussir à assurer derrière aussi. On s'est retrouvés à faire des stories. Moi, je ne fais jamais de stories de moi où je parle sur les réseaux sociaux. Je me suis retrouvée à en faire parce que je n'avais pas le temps d'écrire des textes. Je me suis retrouvée à en faire. Il y en a même où je suis comme ça en disant « Arrêtez, il faut que ça se calme, il faut que ça se calme ». Parce que c'était devenu vraiment quelque chose d'énorme. C'était très beau et très effrayant à la fois parce que ça montrait une inquiétude vraiment des gens. Les gens se sont sentis vraiment concernés. Moi qui bosse avec les populations réfugiées depuis 6-7 ans, voilà, malheureusement, quand Kaboul tombe aux mains des talibans, tout le monde s'en fout un petit peu. Parce que c'est loin, c'est distant, on s'identifie moins. Là, les gens se sont vraiment identifiés. Ça a rappelé beaucoup de souvenirs de Seconde Guerre mondiale, je pense, la possibilité que ça arrive chez nous. Puis voilà, c'est des gens qui nous ressemblent aussi un petit peu plus, donc les gens se sont plus identifiés. Et ils ont voulu se sentir bien avec eux-mêmes et agir de la même façon que moi. Hein. J'ai agi parce que je voulais me sentir bien avec moi-même et avec mon éthique et mon intégrité. Et donc voilà, un camion qu'on voulait emmener en Pologne s'est transformé en 14 camions, dont 2 semi-remorques. C'est plus de 60 tonnes qu'on a envoyées là-bas. On est parti à 27 chauffeurs, 2 chauffeurs par camion. Et on pensait pouvoir rapatrier une quarantaine de personnes fuyant l'Ukraine. Je dis bien personnes fuyant l'Ukraine et pas ukrainiens parce qu'il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a aussi beaucoup de migrants qui étaient en Ukraine et qui se sont retrouvés très malmenés en Pologne, en Hongrie quand ils essayaient de fuir l'Ukraine. Donc nous, c'était aussi important pour nous d'évacuer ces gens-là en sécurité. Donc les 40 personnes se sont transformées en presque 750 personnes. On s'est retrouvés à affréter des bus entiers de personnes. On a affrété jusqu'à 3 bus par jour au pic. On a travaillé en coordination très étroite avec l'ambassade de France en Pologne, avec le ministère des Transports en France. J'ai eu le ministre des Transports, Djebari, au téléphone. J'ai eu la cellule de crise de l'Élysée en visio aussi. On a rencontré des conseillers d'Emmanuel Macron. On a parlé avec énormément de préfectures, de municipalités françaises. On s'est retrouvés à porter énormément de responsabilités qu'on n'était pas prêts à porter. On ne les avait pas anticipées. On s'est retrouvés à les porter parce qu'il y avait un vide humanitaire en fait à ce moment-là en Pologne. L'État polonais empêchait les grosses ONG et l'ONU d'agir sur leur territoire pour des raisons diplomatiques. Elles ne voulaient pas montrer qu'il y avait une crise humanitaire sur leur territoire, au cœur de l'Union européenne. C'était un petit peu la honte pour la Pologne de montrer ça. Donc elles ont vraiment bloqué les portes aux grandes ONG qui font normalement ce que nous, on s'est retrouvés à faire. Et l'ambassade et le gouvernement français se sont retrouvés à se tourner vers nous parce qu'il y avait énormément d'initiatives citoyennes, mais des centaines d'initiatives citoyennes qui venaient de toute l'Europe. Mais c'était des gens qui n'avaient pas de formation en aide humanitaire, qui n'avaient pas l'habitude de travailler dans des zones de conflit, dans des zones de crise. Alors que nous, dans cette action qu'on a intitulée le corridor citoyen, on était tous avec un background plus ou moins du monde humanitaire. Moi, je suis une ancienne de l'ONU et je dirige une ONG d'aide aux réfugiés. Ma meilleure amie qui était avec nous bosse à l'ONU. Il y avait la directrice de l'association Singa, qui est une énorme ONG d'aide aux réfugiés. On était tous en fait de ce milieu humanitaire qui a fait que les autorités françaises nous ont fait confiance et nous ont redirigé pas mal de ces évacuations qu'on s'est retrouvés à coordonner. Donc c'était énorme, c'était fatigant. On n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas beaucoup mangé, surtout moi. Mais c'était vraiment une aventure incroyable en fait, parce qu'au milieu de toute cette misère, il y a aussi beaucoup de beauté. Donc c'était vraiment quelque chose de très marquant. Et le corridor citoyen, qui était à la base une initiative portée par Yambi, on en a fait une association à part entière, dont je suis également la présidente. Et là, on est en train de contractualiser des gens qui repartent à temps plein en Pologne pour continuer à venir en aide aux personnes là-bas, aux personnes réfugiées en Pologne, parce que c'est 2 millions à peu près qui sont en Pologne. Leur situation se précarise parce que les Polonais commencent à fatiguer de les accueillir, ce qui est normal, c'est une charge mentale, émotionnelle, financière, matérielle.
Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réfugiés dans la rue, mais ça ne va pas durer. Petit à petit, les gens vont se retrouver dehors. Donc, nous, on veut continuer à les soutenir en Pologne avec le corridor citoyen. Et avec Yambi, on continue à soutenir toutes ces personnes qu'on a fait venir en France, de la même façon qu'on soutient les Afghans, les Maliens, les Guinéens. On ne fait pas d'accompagnement particulier pour les Ukrainiens en France, parce que pour nous, c'est la même chose. En fait, on fait pas de discrimination ou de favoritisme basé sur un passeport. Donc, pour nous, un Afghan ou un Ukrainien, c'est pareil. On les accompagnera pareil et on les aimera de la même façon. Voilà. J'adore. Parce que pendant que le monde entier se mobilise pour les Ukrainiens, le monde entier oublie qu'il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde qu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est 30 millions, je crois, à peu près, ou 20 millions. Les Ukrainiens ne représentent que 5 millions. Et ça, les gens l'oublient. Je t'avais demandé de réfléchir à une citation, un livre, quelque chose qui t'avait inspiré ou qui continue de t'inspirer. Est-ce que tu as trouvé cette chose, ce bouquin ou ce film? Oui, donc c'est un livre de Greg Mortenson qui s'appelle 3 tasses de thé. Greg Mortenson, c'est un alpiniste américain qui est parti au Pakistan pour faire le K2, qui est une des ascensions, certainement l'ascension la plus difficile au monde. C'est un 8000, plus basse que l'Everest, mais beaucoup plus difficile et technique que l'Everest. On l'appelle la montagne tueuse, le K2. Et il est parti pour le K2, il s'est perdu. Il a cru qu'il allait mourir. Il s'est retrouvé hébergé dans un petit village au fin fond du Pakistan, dans les montagnes. Et les villageois se sont vraiment occupés de lui, l'ont nourri, l'ont logé, le temps qu'il se remette sur pied parce qu'il s'était vraiment perdu. Il avait passé plusieurs semaines seul dans la montagne. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'école dans ce village et que les enfants faisaient classe dehors sur un bout de caillou. Il est rentré aux États-Unis en leur promettant qu'il reviendra construire une école. C'était quelqu'un qui ne venait pas du tout du milieu humanitaire, qui n'avait aucune compétence académique ou professionnelle à la base dans ce monde-là. Il est rentré aux États-Unis, il a tout quitté, il a levé des fonds, il est retourné au Pakistan et il a construit des centaines d'écoles, dont des écoles pour des femmes, pour les petites filles, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup au Pakistan pour les petites filles. Et c'est un livre qui m'inspire beaucoup parce que je me reconnais beaucoup en lui. Ça allie mon amour pour la montagne et mon besoin d'aider les autres. Donc c'est vraiment un livre que j'ai en tête et qui me guide pas mal dans mon engagement. Avant qu'on finisse cette interview, est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait un monde meilleur pour toi? Ce serait quoi ton monde idéal? Mon monde idéal, ce serait un monde où on embrasserait les différences des gens plutôt que de les stigmatiser. On embrasserait le fait que chaque personne est unique et on peut avoir des croyances différentes, une couleur de peau différente. Juste, on embrasserait ça en fait, au lieu d'essayer de tous nous mettre dans une boîte qui se ressemble. Et ce serait un monde où les frontières auraient beaucoup moins d'importance, où le patriotisme resterait important parce que c'est aussi notre culture, mais on ne ferait pas la guerre au nom du patriotisme en fait, et on ne mettrait pas le patriotisme avant la vie humaine, sous prétexte que cette vie humaine ne fait pas partie de l'État pour lequel on est patriote. Ce serait ça pour moi, un monde meilleur, un monde plus inclusif, plus bienveillant. Et comme disait une personne que j'ai rencontrée très récemment lors d'un voyage aux États-Unis, Derek Mackenson, qui est un des leaders du mouvement des Black Lives Matter. Lui, il porte un combat aussi qui est très difficile, qui est loin d'être gagné à l'heure d'aujourd'hui aux États-Unis, les violences policières envers la communauté afro-américaine. Il me disait que nous, activistes, on lutte et on parle d'un monde qui n'existe pas, qu'on ne voit pas à l'heure d'aujourd'hui et peut-être qu'on ne verra jamais, mais qu'on sait qu'il peut exister. Et en fait, c'est de savoir que ce monde peut exister qui fait qu'on continue de se battre, même si peut-être que nous, de notre vivant, on ne le verra pas. Merci beaucoup. Vraiment, merci de
d'être venu nous raconter cette histoire. J'ai presque hâte d'être à l'année prochaine pour te recevoir de nouveau et que tu nous racontes les nouvelles aventures de Yambi, les nouvelles aventures de Clélia, parce qu'elles sont folles. Et effectivement, je pense que quand tu me disais que tu étais dans un TGV qui va à 1000 à l'heure depuis que tu as commencé Yambi, c'est vraiment pas c'est quasi pas une image, quoi. J'y crois, je le ressens au plus profond de moi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette histoire. Merci à toi, merci à vous. Je voulais remercier chaleureusement notre équipe technique et Gilles Laviolet de nous soutenir de manière complètement solidaire. Grâce à vous, on peut faire exister cette émission. Donc encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours et d'ici là, restez inspirés.